recevons un des auteurs de SF contemporaine française les plus reconnus, en tout cas un des plus prolixes aussi, et aussi un spécialiste de la SF française dans son ensemble. C'est Laurent Genefort. Laurent, bonjour. On est à distance. Tu es du côté du sud-ouest, là. Donc, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci à toi. Une question pour commencer. Parmi toutes ces informations scientifiques qui nous ont été apportées durant cette nuit, toi, en tant qu'auteur de SF, comment la science te fournit des contraintes et est-ce que ce sont même des contraintes? Comment tu en tires parti de ces contraintes ou pas de la science? C'est un peu le problème parce qu'en fait, tout dépend de l'auteur. Moi, en ce qui me concerne, on peut dire que c'est une contrainte parce que ce sont des règles, c'est des nouvelles règles qui apparaissent et à chaque fois que le domaine de connaissance s'étend ou se déplace, parce que ça rend obsolète un certain nombre d'autres informations qu'on avait, ça redéfinit du coup le champ imaginaire aussi en fait. Parce que la science, elle fournit des raisonnements, mais elle fournit plus d'images que de raisonnements en fait pour la science-fiction. En réalité, les raisonnements, on les a. On n'a pas de méthode. Contrairement à la méthode scientifique, on n'a pas de méthode scientifique. Ce qu'on a, c'est le désir de cohérence interne et de vraisemblable. Et il y a dans la science-fiction une espèce de convergence entre le vraisemblable et le vrai. Et c'est ça la science-fiction, peut-être par rapport à d'autres genres. C'est qu'on se sert de la science, on peut être tributaire, mais on peut décider sur le curseur du niveau de soumission aux faits. Voilà. Par exemple, quand je prends Star Wars, par exemple, c'est un bon exemple d'autonomie par rapport aux faits scientifiques. On est dans la science-fiction avec Star Wars, mais on est dans une science-fiction beaucoup plus métaphorique et beaucoup plus symbolique et qui tire plus vers la fantaisie que de ce qu'on appelle la hard science, c'est-à-dire une science-fiction qui est solidement établie sur le niveau de science. Mais encore une fois, c'est un continuum. Hein. Il n'y a pas d'un côté une science-fiction pas réaliste et de l'autre côté une science-fiction réaliste. La science-fiction parfaitement réaliste, en réalité, elle n'existe pas. Alors, est-ce que la science est une contrainte ? Pour moi, la science, c'est autant, sinon plus, un tremplin qu'une contrainte. C'est-à-dire que ça me fournit un cadre, des images, et une façon de rebondir d'une idée vers une autre. Mais est-ce que la science t'amène parfois, ou est-ce que toi, en tant que spécialiste de l'histoire de la SF, tu as pu remarquer que la science-fiction, a donné des idées aux scientifiques? Oui, je pense qu'elle a donné des idées aux scientifiques. Il y a des sites qui répertorient certaines de ces idées, d'ailleurs, qui ont été pressenties. Mais en fait, c'est moins... Je trouve pas que ce soit sa fonction, de toute façon. La science-fiction, elle a pour but de distraire, d'amener de la réflexion et pas forcément de la prospective. Mais justement, en faisant son processus de fictionnalisation, c'est-à-dire d'intégrer comme ça des concepts scientifiques ou dans de la fiction, des fois elle trouve par sérendipité en fait. C'est-à-dire qu'elle va... je prends un exemple. Par exemple, dans un roman qui s'appelait Planète à gogo, dans Planète à gogo, qui est un roman de Paul et Kornbluth, les auteurs imaginent un futur ultra-libéral où on met des adjuvants dans tous les aliments, où on met des sortes de petits hélicoptères qui déversent des slogans autour de la tête des gens un peu comme des mouches, et il faut carrément les abattre à coups de fusil pour les faire dégager, quoi, pour s'en débarrasser. Et ça, avec 40 ans d'avance, c'était quasiment ce qu'on appelle les spams, en fait.
Et peut-être que demain, on aura vraiment ces drones-là, d'ailleurs, des sortes de petits drones qui viendront nous seriner de la publicité. C'est pas impossible. Je ne crois pas que les auteurs ils pensaient vraiment à ce que ça devienne réel. N'empêche que ils ont deviné ce que seraient les spams, parce qu'ils ont deviné une sorte de dérive dans le capitalisme. Donc ça, c'était un bon exemple d'avoir deviné quelque chose, mais un peu par hasard. J'avais noté une chose dans une conversation précédente qu'on avait eue, on avait parlé euh, du vraisemblable et des scientifiques aussi. Et en fait, tu m'avais donné l'idée que l'auteur de SF est un créateur de mondes vraisemblables, là où le scientifique recherche la nature du monde réel. Est-ce que ça te va comme définition, comme auteur de SF? Complètement. Ça me convient complètement. C'était Umberto Eco qui disait que l'auteur de science-fiction était un scientifique imprudent. Et moi, je rajouterais que l'auteur de science-fiction, c'est un scientifique imprudent mais inoffensif. Justement parce qu'il y a cette barrière qui, pour moi, est infranchissable entre le fait scientifique et la fiction, entre le fait tout court et la fiction, qui fait que quand on délivre une hypothèse, et la science-fiction, c'est ce qu'elle fait, c'est une littérature d'hypothèse, on peut tout se permettre précisément parce qu'il y a cette espèce de sas entre le roman ou la nouvelle et la réalité qui est le pacte de lecture, qui fait qu'on sait qu'on est dans un imaginaire total qui n'a aucune réalité en dehors des pages qu'on lit, qu'on écrit quand on est auteur. Alors, il y a des auteurs qui se sont perdus dans ce flou et qui peuvent finir par penser que ça existe, ou des lecteurs qui peuvent, notamment dans les altersciences, qui peuvent penser, qui vont s'abreuver à une certaine science-fiction. Mais pour moi, il n'y a aucun doute de cette étanchéité totale entre la fiction et la réalité. Tout ce que je produis ne vient que de mon cerveau et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de petit lutin qui me souffle à l'oreille. Une autre question, parce que tu es quand même un grand créateur de monde, justement. Dans tes différents cycles, autant le cycle d'Aumale que l'Aspire, tu décris des écosystèmes sur des exoplanètes. C'est vraiment un thème extrêmement prégnant dans la recherche actuelle, la recherche d'exoplanètes, des questions que l'on se pose sur la recherche de vie extraterrestre à travers les signatures d'oxygène dans l'atmosphère, en recherchant aussi les zones d'habitabilité des planètes et des exoplanètes que l'on pourrait trouver. Il y a une dimension scientifique qui apparaît aussi avec de l'exobiologie où des gens essayent d'imaginer ce que peut être une vie extraterrestre. Toi, en tant qu'auteur de SF, comment tu imagines une exobiologie, un exo-écosystème? Alors, c'est un peu ma marotte, à vrai dire. Et il faut reconnaître que la science-fiction est très en avance, en fait. Dès les années, à partir de Dune, de Frank Herbert, on ne pouvait plus se contenter d'avoir une planète avec juste de l'herbe rouge et des vaches bleues. Et puis ça le faisait, quoi, jusqu'aux années 50. Depuis Dune, depuis l'intégration des phénomènes écologiques qu'on commençait à comprendre, et là, on ne peut plus revenir en arrière à ce niveau-là, je pense, à moins justement de quitter le champ du réalisme. Les attentes du lecteur même font que quand on décrit une planète, on a tendance à décrire des écosystèmes entiers et des systèmes, en tout cas qui tiennent un peu la route, alors que ce n'était pas requis avant. Donc il y a tout un passé. Et c'est vrai que quand il y a eu la découverte de la première exoplanète, et puis après la première observation directe, finalement, ça nous a pas... moi, j'ai été ébaudi, mais c'était plus une sorte de validation sur le tard de tas d'hypothèses qui étaient émises depuis presque un siècle en réalité. Par contre, l'exobiologie nous a énormément aidés.
et moi en particulier, mais plein d'auteurs de space opéra notamment, c'est-à-dire d'aventures qui se passent sur d'autres planètes, sur d'autres mondes. Et on a profité de la découverte des exoplanètes parce que ça a fait faire un bond en avant au niveau de l'exochimie, de l'exobiologie. Et moi, par exemple, je m'en suis beaucoup servi à titre personnel pour créer les propres biosphères. Le cycle le plus connu de toi, c'est Omal. Comment as-tu l'idée de créer ce monde d'Omal? Je vois que tu l'expliques à ceux qui nous regardent, ce monde d'Omal, à quoi il ressemble. Et comment as-tu l'idée de le peupler de cette façon-là? Alors, Omal, ce n'est pas une planète à proprement parler, c'est ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire une sorte de coquille qui tourne autour d'un soleil, un peu comme une coquille d'œuf, dont le jaune serait une étoile. Sur la face intérieure de cette sphère, il y a une couche rocheuse, une lithosphère, une atmosphère, etc., qui permet à la vie de se développer. Et il y a comme ça plein d'espèces intelligentes, mais aussi avec leur biosphère entière, qui ont été importées à l'intérieur de cette sphère. Et donc, Omal, c'est l'histoire de l'humanité sur plusieurs millénaires, et avec les espèces qui l'entourent. Voilà. Donc évidemment, il y a deux espèces qui cohabitent dans l'espèce de poche comme ça, d'atmosphère compatible avec la vie humaine, et donc qui sont assez proches biologiquement des humains. C'est-à-dire qu'elles respirent le même air, c'est forcé, et ils ont des écosystèmes relativement voisins. Mais ailleurs sur Omal, à l'intérieur de cette gigantesque structure, il y a d'autres espèces qui respirent d'autres atmosphères. C'est un peu compartimenté. Donc voilà un peu le dispositif fictionnel. C'est-à-dire que Omal, c'est une sorte de grand creuset galactique où on a mis plein d'espèces, et puis on voit un peu, comme une expérience scientifique, ce que ça donne. Et donc l'humanité, ce que je raconte, c'est l'histoire de l'humanité et deux espèces extraterrestres, qui s'appellent les Chiles et les Hodgkin. Et ce que j'explore à travers les romans et les nouvelles d'Omal, c'est les relations entre ces trois espèces. Quand tu inventes des mondes comme ça, ce que tu viens de raconter sur Omal est un bel exemple où tu as créé, selon tes envies, selon tes goûts, un monde entier. Est-ce que c'est pour te faire plaisir avant tout? Je te pose cette question-là pour savoir simplement si finalement on ne devrait pas tous s'y mettre à l'écriture de SF. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est jubilatoire? En fait, je mettrais entre la différence entre le lecteur et l'auteur, ce serait, pour prendre un peu une analogie par rapport au jeu de rôle, la différence entre un maître de jeu et un joueur. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser de différentes manières. L'auteur de SF, ça va être un peu le maître du jeu, il va mettre en scène. Et puis le lecteur, il va se laisser embarquer dans l'histoire où il va être un peu plus acteur. Il va développer ses propres hypothèses dans sa tête et se dire ah ouais, ça c'est bien, mais je l'aurais peut-être développé d'une autre manière. Voilà. Chacun fait un peu comme à sa sauce, mais l'essentiel est de participer, je dirais, que ce soit en tant que lecteur ou en tant qu'auteur. Et donc oui, évidemment, la science-fiction fonctionne de toute manière un peu comme ça, par rapport à d'autres littératures, où la répétition fait partie du jeu. Dans la science-fiction, il y a un peu une sorte d'exigence de ce qu'on appelle le novum, c'est-à-dire d'apporter quelque chose dans l'hypothèse. Une hypothèse qui n'a pas été prévue. On va dérouler un fil logique, pas comme on n'avait pas lu jusqu'à présent. Et en fait, les romans de science-fiction qui font la différence dans le genre, c'est ceux qui ont développé un fil logique ou amené une image frappante qui va pouvoir inséminer, par exemple, le cyberspace pour le roman Neuromancien de William Gibson, qui a amené tout un concept, en fait. Et voilà, ça fait que il y a des romans un peu majeurs comme ça qui vont redéfinir un peu, voire créer un genre ou un sous-genre, et puis d'autres qui vont juste trouver une sorte de manière un peu décalée, un sujet qui a été rebattu, mais voilà, à la suite d'une découverte ou juste de l'imagination de l'auteur, il va redéfinir cet objet-là. Merci Laurent de ce temps que tu nous as accordé. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Je te réinvite donc formellement et fermement à Saclay quand tu remonteras sur Paris. C'est très gentil, j'ai hâte. Je te salue. Y aurait-il un manipulateur invisible
qui jonglerait avec les étoiles au centre de la galaxie. Au centre de notre galaxie, la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la maison Jacques Tati dans la ville d'Orsay, se tient un trou noir galactique. Il ne rayonne aucune lumière, mais sa présence est trahie par les étoiles qui lui tournent autour, comme des danseuses aux partenaires imaginaires. Quand vous regardez la voûte céleste la nuit, savez-vous que les étoiles ont une couleur? Certaines sont rouges, d'autres vertes, d'autres encore sont bleues. Les étoiles se déplacent autour de ce point invisible, d'autant plus rapidement qu'elles en sont proches. Au loin, elles ralentissent, plus près, elles accélèrent. C'est grâce à l'étude des vitesses de ces étoiles que les astronomes ont réussi à déterminer la masse de ce jongleur invisible, fait de 4 millions de fois la masse du Soleil.